Oui, bonjour. Donc, nous sommes arrivés à une nouvelle étape de nos rencontres. 15e rencontre d'Espace Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde sur l'idée sortir du capitalisme, nécessité et possibilité. Et donc, on accueille maintenant Jean Sève qui va nous faire partager un certain nombre de ses réflexions autour du thème. Merci. Autour du thème « Un communisme en mouvement, une subsumption formelle du capitalisme en cours ». À toi, Jean. Oui, merci déjà de votre invitation. Mon intervention va reprendre en fait tout simplement la formulation qui a été choisie par Espace Marx Bordeaux, c'est-à-dire sortir du capitalisme sans attendre. Alors, je vais discuter un petit peu l'expression sans attendre. Nécessité d'une part au pluriel et possibilité. Et donc, je construirai mon intervention sur cette double articulation, sur ces deux temps, en insistant peut-être plus évidemment sur les possibles. Il faut préalablement également préciser que mon intervention se construit autour d'hypothèses sur lesquelles je travaille, et donc qui vont donner lieu à un texte, mais qui n'est pas encore finalisé. Donc, ce que je vais essayer de formuler, c'est un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles je m'appuie. Alors d'abord, parler des nécessités qui conduisent à une sortie du capitalisme, on peut dire que c'est une affirmation qui aujourd'hui apparaît de plus en plus incontournable. On évoquait entre nous récemment le fait que ceux qui évoquent cette sortie du capitalisme sont de plus en plus nombreux et donc ne serait-ce que formule déjà la question. Et donc c'est une évolution qui est déjà en soi signifiante, même si elle n'est pas forcément significative. Alors, nécessité au pluriel, pour justifier le fait qu'il est absolument vital de sortir du capitalisme, je me baserai dans un premier temps sur les thèses que j'avais avancées il y a 5 ans, à travers un texte qui s'appelait « 3 crises, 2 issues entre catastrophe historique et après-capitalisme », un texte que j'ai publié en 2017. Et si je reviens dans un premier temps sur cette question, c'est que elle va constituer un point de départ indispensable pour avancer ensuite vers les possibles. Alors, ma thèse, c'est que finalement, on vit 3 crises imbriquées les unes dans les autres et que ces 3 crises, l'une est relativement admise dans certains milieux, quoiqu'on verra qu'elle n'est pas forcément hégémonique. La seconde, c'est celle qui fait l'objet de ces rencontres. Et la troisième me semble largement sous-estimée, voire elle n'est pas vue. Pour faire vite. Alors, premier point, qu'on vive une crise, alors que je qualifierais de politico-conjoncturelle, une crise des politiques libérales, certes, qu'on peut réaménager, enfin de fait, qui ont été réaménagées ou réactualisées, donc on va les qualifier de néolibérales, ou qu'elles soient poursuivies jusqu'à leur ultime logique. Et donc à ce moment-là, on parlera de ultralibéral, mais enfin, on est dans une idéologie qui a une certaine approche du capitalisme, qui joue sur les forces du marché. Et donc que cette crise du libéralisme soit là, je pense que c'est peut-être un point qui suscite le moins de débats, on en parle beaucoup, même si, encore une fois, peut-être cette approche-là n'est pas hégémonique forcément partout. On peut d'ailleurs souligner que les médias contribuent à comment dirais-je, obscurcir la question en parlant de réforme, en parlant de modernisation et en cachant le plus souvent la dimension libérale des politiques qui sont menées. D'ailleurs, on constate que dans le vocabulaire qui est utilisé, le mot capitalisme n'est jamais utilisé et même le mot libéral reste relativement discret. Donc, le marché capitaliste
qui a été un facteur de développement dans l'histoire, le marché, aujourd'hui, eh bien, est arrivé à des impasses. Ces impasses finissent par porter contradiction au capitalisme et le mettre en difficulté. J'y reviendrai dans un second temps. Alors, quelques exemples, je ne vais pas insister lourdement sur ce point, mais quelques exemples qui me semblent tout à fait significatifs. C'est d'abord, par exemple, l'exemple de l'immobilier, le marché de l'immobilier. Il me semble que c'est un des domaines où on voit le mieux l'impasse totale de ces politiques libérales, puisque ce marché de l'immobilier a poussé dans pas mal d'endroits, et pas seulement qu'en France, les prix à des hauteurs insupportables pour la plupart, donc rend très difficile pour le plus grand nombre de se loger, pousse, comme on le sait, pas mal de ménages à devoir quitter les centres-villes pour gagner les zones périphériques et les zones urbaines. Et tout ceci fait que se loger devient de plus en plus difficile. Donc, on voit ici que ce marché qui pousse des ménages à des migrations pendulaires qui sont en plus dans le contexte environnemental inconnu, ces migrations sont insensées et sont dommageables. On voit bien que donc, à travers cet exemple de l'immobilier, le marché ne peut pas satisfaire le besoin de tous de se loger et ne permet que de spéculer sur la pierre. Si on prend, alors évidemment avec des problèmes gravissimes, bon, je en parlerai un petit peu d'une commune qui s'appelle Sarlat et où se loger est très très compliqué. Si on prend le marché de l'énergie, on arrive à le même constat. C'est un marché qui est bâti pour pouvoir spéculer. Évidemment, aujourd'hui, il y a un contexte particulier qui est celui de la guerre en Ukraine, mais on a un marché qui débouche sur une crise énergétique, alors où il y a eu des précédents, mais cette crise énergétique fait que non seulement il devient très difficile de pouvoir d'avoir accès à cette énergie pour se chauffer, par exemple, pour d'autres utilisations. Mais on voit qu'en même temps, ça porte contradiction au capitalisme lui-même, puisqu'il est confronté à cette question comment passer, par exemple, l'hiver à venir. Donc, le marché, de manière générale, c'est une leçon que beaucoup commencent à intégrer, le marché comporte, de par son fonctionnement, des externalités négatives sur notre environnement et sur notre planète, mais également sur la vie quotidienne de nombreuses personnes. Et on arrive à des contradictions particulièrement dommageables. Le marché de l'emploi est un autre exemple qui montre qu'on a du mal à trouver des emplois qualifiés. Bon, je travaille beaucoup dans le secteur de la santé et de l'hôpital, et on voit que le manque de soignants est une des conséquences d'un dysfonctionnement de ce marché de l'emploi. Donc, voilà, à travers ces quelques exemples, on peut constater que les politiques libérales nous mènent dans le mur. Elles nous amènent dans une catastrophe qui n'est pas à venir, mais on y est dans la catastrophe, dans un processus où cette catastrophe s'objective jour après jour. Et on arrive à des drames qui sont difficilement qualifiables. J'évoque juste pour l'illustrer, l'addition jour après jour, enfin jour après jour j'exagère, mais enfin en tout cas l'accumulation de morts sur brancard à l'hôpital et à des difficultés d'accéder aux soins d'urgence, voire à certains médicaments. Le nombre de morts liés à la qualité de l'air, où là les chiffres sont tout à fait affolants. On voit des migrants mourir par centaines sur nos côtes, toute honte bue. Et donc tout ceci et bien d'autres montrent que la catastrophe est bien là. On peut ajouter à ça la crise la plus préoccupante, pardon, celle du travail, où le marché de l'emploi est aussi donc clairement en cause. Yves Clos
avait l'habitude de parler, il a écrit sur le travail en miettes. Je crois que c'est toute la finalité de nos sociétés, le travail ou ce qu'on a aussi appelé la valeur travail qui est en crise. Et donc, voilà, on a une crise, alors que je qualifie de politico-conjoncturelle, qui est liée à des politiques qu'on applique depuis maintenant plusieurs décennies, aux effets planétaires. Hein, ces politiques sont appliquées partout, elles sont universalisées. Et face à cette crise ou à cette crise politico-conjoncturelle, alors pourquoi politico-conjoncturelle? Parce qu'elles sont liées à des politiques menées par des gouvernements, elles sont appliquées par ces gouvernements, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis elles suscitent l'illusion de croire que l'on peut les solutionner à court terme. Alors ça sera ma première conclusion, hein, c'est que face à cette crise, les solutions ou les politiques réformistes, y compris celles qui sont d'inspiration keynésienne, relancées en partageant mieux les richesses ou en jouant sur la fiscalité, toutes ces solutions-là me semblent totalement dérisoires face donc à cette crise. On ne peut pas régler cette crise politico-conjoncturelle par un changement de gouvernement, un changement de majorité, ou du moins pas seulement. Et donc, si on ne le peut pas, c'est parce que cette crise, elle se double d'une seconde bien plus fondamentale, qui est la crise du capitalisme. Alors, c'est mon deuxième point, hein, crise du capitalisme. Alors, le capitalisme mondialisé, qui s'est universalisé, qui est ultra financiarisé. Je rappelle souvent ce point que je ne connaissais pas, mais qui m'a beaucoup impressionné. La plupart des vaccins qu'on nous a proposés pour lutter contre la Covid sont fabriqués par des startups et par des big pharma qui ont les mêmes actionnaires. Hein, c'est-à-dire que ces sociétés des big pharma ont en fait exactement les mêmes actionnaires. Ils ont mis leurs œufs dans tous les paniers. Ce qui montre l'ultra-concentration du capital à travers cet exemple. Donc, cette crise du capitalisme mondialisé et ultra-financiarisé est en quelque sorte la seconde crise qu'il faut prendre en compte. En soulignant le fait que lorsque on imagine pouvoir conquérir le pouvoir d'État, j'y reviendrai tout à l'heure, ça c'est un point très important, hein, on constate que finalement les politiques libérales ont été pratiquées autant par la gauche que par la droite. Ce qui me semble remarquable, c'est que finalement à chaque fois, on ne prend pas en compte le fait que les actionnaires ont gardé en fait les manettes. Et donc c'est cet obstacle majeur qui est le contrôle de l'appareil de production par le capital, qui n'est jamais véritablement réglé, et ce n'est pas les nationalisations qui ont pu y porter tort. Donc, on a affaire à une crise du capitalisme, crise systémique, qui est à la fois économique. On cherche aujourd'hui toujours à trouver les chemins de la croissance, et donc on essaye par tous les moyens de relancer cette croissance alors qu'elle est de plus en plus artificielle. Elle s'appuie fondamentalement sur la spoliation des travailleurs au sens large. Cette croissance artificielle, elle débouche en même temps régulièrement, chroniquement sur des crises financières dont l'un des symboles, alors je sais bien qu'il y a des économistes qui disent que finalement c'est pas si préoccupant que ça, et l'un des symboles de cette crise financière, c'est un endettement quasiment endémique de tout le monde, hein, crise des États, des régions, des communes, des particuliers, des entreprises privées. C'est impressionnant de voir à quel point l'enrichissement de quelques-uns se fait au détriment de tous, comment la privatisation des gains se fait par la socialisation des pertes. Les inégalités explosent comme jamais, hein, comme l'ont montré de nombreux auteurs, Thomas Piketty ou Gabriel Zucman. Et donc, comment dirais-je, cette exaspération et cet accroissement spectaculaire des inégalités
qui s'accélère depuis une quarantaine d'années, alimente des conflits, hein, et pour une part, c'est une contradiction, elle alimente la lutte des classes. Les ravages de l'individualisme consumériste qui est porté au nu amènent à des affrontements permanents qui préfigurent ce qui pourrait être demain ce que j'appellerais une guerre civile larvée, et la violence se banalise de plus en plus. La faillite des démocraties est également manifeste, qui ouvre la voie à des régimes de plus en plus autoritaires. On nous parle de régimes illibéraux, non libéraux, et qui n'hésitent plus aujourd'hui de façon stratégique à s'allier avec la droite extrême, voire avec les mafias, ce qui n'est pas nouveau. On assiste dans pas mal de pays à des assassinats, à des oppositions qui sont systématiquement muselées. On constate que la démocratie est donc partout gravement mise en cause. Et même sur le plan des relations internationales, on pouvait penser qu'au début des années 2000, on pouvait aller vers un contexte où il n'y aurait plus de guerre entre États ayant pour cause des frontières. Et on s'aperçoit qu'avec la guerre en Ukraine, même cette hypothèse-là redevient crédible. Donc, on a une crise capitalistique structurelle qui est liée donc à cette conduite du monde par le capital. Et on assiste depuis au moins 2007-2008, hein, cette crise économique de 2007-2008, on assiste à un épuisement historique de cette formation sociale qui s'affirme. Donc, si on interprète ce qui se passe comme étant une crise du capitalisme, à ce moment-là, on pourrait penser que l'une des solutions serait la perspective éco-socialiste, en généralisant ce qu'on appelle les communs, hein, dont on parle beaucoup. Or, c'est ma troisième analyse. Cette perspective éco-socialiste, alors avec beaucoup de prudence, hein, mais elle me semble être une fausse piste, ou en tout cas, elle semble insuffisante en tant que telle. Parce que derrière cette crise du capitalisme, si on essaye de la dépasser par un socialisme d'inspiration proudhonienne, un mutualisme, hein, comme certains le définissent, qui s'appuierait strictement sur des communs, ou à défaut, puisque derrière le mot socialisme, on peut voir l'intervention par l'État et le solutionnement par l'État de la crise. Si on s'arrête là, hein, si on va vers ce type de solution, eh bien, à mon sens, sans les considérations qui vont suivre, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Car au-delà de cette crise du capitalisme, je vois une troisième crise bien plus fondamentale encore, et que j'appellerais, faute de termes peut-être plus satisfaisants, de crise civilisationnelle, crise de la société de classe. Cette crise des sociétés de classe, elle se traduit déjà, d'une certaine façon, par quelque chose d'assez étonnant que j'ai découvert et dont j'essaye de prendre en compte l'importance, c'est le retour assez étonnant vers des rapports qui pourtant apparaissaient comme dépassés. On voit cette société de classe réhabiliter des rapports esclavagistes avec ce qu'on appelle l'esclavagisme moderne, ce qui est quand même assez étonnant, hein. Alors même si c'est géographiquement circonscrit. Et on voit également apparaître, c'est ce que proposait Alain Supiot, des formes de néo-servage avec l'ubérisation et avec le capitalisme de plateforme. Donc cette crise de la société de classe qui en quelque sorte, par un mouvement de rétropédalage, hein, accepte de revenir à des rapports qui sont historiquement condamnés. Cette crise civilisationnelle, c'est, à mon sens, d'abord et surtout la crise d'un rapport fondamental
qui permet, sur la base de l'appropriation, sur la base de la propriété privée des moyens de production et d'échange, une appropriation privative des choses. Hein, c'est-à-dire le fait de faire des choses en général, sont bien propres. On peut évoquer par exemple le vaccin. Hein. On fait du vaccin parce qu'on a déposé un brevet, alors qu'on n'est pas forcément d'ailleurs l'auteur. Hein. On peut faire de ce brevet et de ce vaccin sa chose. Bon, je ne vais pas développer ce point, mais surtout, un rapport fondamental, c'est que parmi ces choses, il y a le travail. Et donc, ce rapport fondateur pour toute société de classe, qui est la source principale de la crise actuelle, est, à mon avis, au cœur de la crise que nous vivons. Toute fin, hein, tout objectif qu'on se donne pour demain, qui renoncerait à rompre avec ce rapport social fondamental, le rapport entre l'employeur et l'employé, le rapport entre le patron et le salarié, toute solution qui ne réglerait pas cette question, hein, et ne dépasserait pas ce rapport, à mon avis, serait une voie sans issue. Autrement dit, pour faire révolution, il faut déprivatiser de façon urgente le monde contemporain et il faut alors, à mon sens, le communiser. Comment peut-on croire demain viable une société où, pour pouvoir travailler, il faut d'abord être employé? Il me semble que là, on est quand même au cœur de quelque chose de fondamental. On est obligé de passer par un donneur d'ordre pour commencer à pouvoir travailler alors qu'on a les compétences. Comment peut-on imaginer que des professionnels de santé, alors j'expliquerai tout à l'heure pourquoi la santé est un thème sur lequel je reviens beaucoup, mais comment peut-on imaginer que dans le monde de demain, des professionnels de santé se voient imposer dans leur travail des finalités qui ne peuvent pas être les leurs, notamment à travers, par exemple, une tarification à l'acte, qui les oblige d'ailleurs à tout un travail administratif qui les éloigne du soin ou qui ne leur permettent pas de faire du soin. Ou comment peut-on imaginer que des soignants, dans une clinique privée ou un EHPAD, doivent en quelque sorte répondre à des désirs ou à des formulations ou à des obligations même imposées par les actionnaires. Toute perspective qui, sous couvert de bâtir des communs, sans remettre en cause de façon définitive et révolutionnaire cette aliénation principielle, hein, à toute société de classe, toute non remise en question du droit de propriété de façon générale, eh bien, à mon avis, n'est pas à la hauteur des enjeux. Dépasser le capitalisme, c'est donc sortir de la société de classe, pas seulement sortir du capitalisme, mais sortir de ces rapports de domination. Donc, cette triple crise politico-conjoncturelle d'un libéralisme qui est poussé jusqu'au bout de sa logique, cette crise structurelle systémique d'un capitalisme qui est devenu universel, mais qui nous amène dans le mur, mais plus encore cette crise civilisationnelle, eh bien, elle est porteuse d'une catastrophe. Alors, de fait, encore une fois, la catastrophe est déjà là. Elle s'objective jour après jour dans un processus qui est tout à fait ruineux pour l'humanité. Alors, à cette heure, rien ne permet de dire qu'on va éviter cette catastrophe. Et donc, il y a quelque chose qui est particulièrement angoissant. Hein. D'ailleurs, ce matin, j'ai constaté que la question qui vient, c'est qu'est-ce qu'on fait, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a là une redoutable dialectique qui est engagée entre la supportabilité de cette catastrophe, jusqu'à quand va-t-on pouvoir tenir, et la prise de conscience que les seuls possibles que nous ayons, eh bien, c'est une visée post-capitaliste. Mais il est nécessaire à ce moment-là de préciser quelle est cette visée post-capitaliste, et ça sera ma seconde partie, c'est-à-dire quelles sont les possibilités. Dans une perspective qui se veut matérialiste, hein, c'est-à-dire que je me donne comme critère de validité le réel, hein, qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et uniquement à partir de ça, quelles sont les possibilités telles qu'on les constate aujourd'hui? Eh bien, on est frappé de voir ce qu'on pourrait qualifier de dialecticité du processus historique, c'est-à-dire qu'on voit des possibles se dessiner, alors que le pire, pour le moment, est le plus probable.
Ma conviction, c'est que, et c'est une hypothèse hein, sur laquelle je travaille, alors c'est le premier élément hein, dans tout un ensemble d'hypothèses, mais ma première hypothèse ici, c'est que est-ce qu'on n'a pas surestimé la voie politique, qui est probablement liée à Marx et à la façon dont on a reçu Marx, c'est-à-dire on a été obsédé par l'idée de faire la révolution, hein, faire la révolution, en passant par la conquête du pouvoir d'État, par une dictature du prolétariat et menée par une avant-garde. Et donc là, j'ai pas le temps de discuter de cette question-là, mais donc voilà, il y a eu cet objectif qui s'est en quelque sorte prolongé avec Lénine et la révolution russe. Or, il n'y a-t-il pas sous-estimation de tout ce que présupposerait une révolution communiste qui, de fait, apparaissait peu envisageable au 19e, voire au début du 20e, voire même au milieu du 20e. C'est ce que Lucien Sèvres a montré, à mon avis, de façon incontournable dans son tome 4 de Penser avec Marx sur l'immaturité de la question communiste pendant très longtemps, immaturité qui a conduit à des impasses et à de cruels échecs. Donc, le comble, c'est que finalement, ces impasses et ces échecs hein, du socialisme réel, elle a contribué à rendre la visée communiste beaucoup plus, beaucoup moins évidente, c'est un euphémisme, et donc elle a amené à nos adversaires à exploiter cela. Je suis d'ailleurs choqué par le fait que dans les médias, on continue à parler à propos de ce qui se passe en Chine avec la répression contre les manifestations. On parle du régime communiste chinois, alors qu'il n'y a jamais eu de régime communiste. Il y a un État qui est dirigé par un parti communiste et qui veut construire un socialisme de marché. On peut d'ailleurs se poser la question, est-ce que la Chine est encore un pays socialiste? Ce qui est une autre question. Donc, dit autrement, on a privilégié, on a surestimé l'action par en haut, par l'État, et par la conquête du pouvoir d'État pour amorcer la révolution, alors qu'on a sous-estimé, à mon sens, alors entre autres, la nature bourgeoise de cet État, celle d'être un instrument au profit d'une classe. Et donc, la question est, quand on conquiert l'État, mais qu'on n'a pas la main sur l'appareil de production, lorsqu'on cherche par en haut à changer les choses, eh bien, est-ce qu'on peut arriver à un quelconque résultat révolutionnaire? Et il y a une profonde illusion à vouloir changer les choses sans préalablement se réapproprier ces moyens de production et d'échange. Mais mon hypothèse principale n'est pas là. L'autre hypothèse que j'avance est la suivante. C'est que si on regarde l'histoire depuis les toutes premières communautés, on s'aperçoit qu'à chaque fois, une formation sociale est travaillée de l'intérieur par, je veux dire, l'ancien est travaillé par le nouveau. Et donc, la société qui est appelée à renverser la précédente apparaît sous la forme de rapports au sein de cette formation en crise. Et notamment, comme l'a montré d'ailleurs Marx dans le livre 1 du Capital ou Alain Bire, on voit se développer dans le régime féodal et monarchique des rapports marchands qui ont longuement préparé le triomphe de la bourgeoisie au 19e puis au 20e. Donc, Marx parle de subsomption formelle hein, des rapports féodaux qui donnent comme possibilité la subvention réelle par la suite. Et donc, la bourgeoisie a commencé par avoir le pouvoir économique réel, et seulement après, elle a pu conquérir le pouvoir politique. Or, si je transpose cette idée hein, qu'on pourrait reprendre à propos de la chute de l'Empire romain et comment les rapports de dépendance ont pu apparaître à la fin de l'Empire. Bon, je ne vais pas développer ce point. Si on transpose,
eh bien, je pars de l'hypothèse que la prise du pouvoir réel par le prolétariat moderne, ce qu'on peut appeler le néo-prolétariat, fruit de la dissolution de toutes les classes, eh bien, ne sera que l'ultime étape d'une hégémonie d'abord économique. C'est d'abord économiquement que ce prolétariat pourra petit à petit remettre en cause ses rapports capitalistes. Et donc, ce n'est que quand ces rapports vont s'universaliser qu'il y aura une hégémonie culturelle qui rendra possible le passage à une autre formation sociale, à une révolution. Puis, alors, quand je dis puis, évidemment, tout ça, ça demandera à être affiné puisqu'il n'y a pas, forcément successivité, mais donc la phase politique est plutôt la dernière. Dit autrement, il y aurait, selon mon hypothèse de départ, émergence au sein des formations capitalistes actuelles de nouvelles formes de travail et de rapports associés que je qualifierais de pré-communistes, traduisant un début de subvention formelle de la société de classe par ces mêmes rapports. Alors, quels sont, toujours dans cette même démarche, quels sont ces rapports? Je commencerai par en identifier quelques-uns. Évidemment, tout ça, c'est un travail qui demande à être approfondi, mais j'en identifierai quelques-uns et dans un second temps, j'essaierai de les qualifier. Il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel on vit, au début du XXIe siècle, qui permet l'émergence de ces rapports. C'est le fait que, alors j'avais déjà évoqué ça l'année dernière, le fait assez étonnant, c'est que le capital a développé les forces productives. Et parmi ces forces productives, il a développé les travailleurs eux-mêmes. Il les a poussés à se qualifier pour qu'ils s'adaptent à la mutation continue de l'appareil de production. Ce qui revenait à les exploiter toujours et autrement, mais à les exploiter, mais en même temps, en les rendant, alors ça c'est quelque chose qui est très frappant, beaucoup plus autonome dans leur travail, et en socialisant toujours davantage dans une production pensée mondialement. Mais, contradictoirement, le capital a contribué quand même malgré tout à développer les individus et je pense que il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, le niveau de qualification moyen en France est de Bac+2 ou Bac+3, et donc il y a une montée tout à fait incontestable des qualifications. Je vais me permettre de prendre un exemple qui me semble quand même parlant. Si on parle de ce qu'on appelle, entre guillemets, la libération des femmes, on s'aperçoit que celles-ci, qui étaient prises dans des rapports patriarcaux, ont commencé à se libérer, à se désaliéner de ces rapports patriarcaux, en devenant elles-mêmes travailleuses, salariées, en entrant sur le marché du travail, en faisant l'acquisition d'une autonomie d'abord matérielle, et en se qualifiant, en accédant à des diplômes, et en obtenant peu à peu l'accès à toute une série de professions. Et il me semble que la libération des femmes d'aujourd'hui, elle prend appui sur, dans un premier temps, ces préalables-là. De la même façon, les travailleurs, en se qualifiant, en s'éduquant, en accédant au diplôme, en participant de plus en plus à la vie commune, eh bien, notamment à la vie associative, par retour d'expérience, se sont qualifiés et alors c'est une hypothèse, le terme donc que je propose, c'est une désaliénation formelle de ces travailleurs qui donc ont acquis les moyens de pouvoir penser leur vie de façon beaucoup plus autonome. Sans que je puisse développer ce point, la numérisation des données, la possibilité de partager, la dématérialisation et donc l'échange qu'on appelle peer-to-peer, l'échange d'égaux, entre égaux, tout ça sont des éléments à prendre en compte et bien d'autres également. Et donc, il y a un contexte qui est favorable à cette désaliénation des travailleurs et cette possibilité d'envisager de construire leur vie autrement. Et si je m'appuie sur les analyses de Bernard Friot, qui m'ont fait beaucoup avancer, est-ce qu'on ne peut pas considérer que les femmes et les hommes aujourd'hui en France
qui touchent leur retraite, qui disposent d'une pension délivrée par un système de retraite, dans le système de retraite actuel, un système par répartition. Est-ce que l'existence de ces retraités qui touchent leur pension n'est pas quelque chose qui renvoie à un système communiste, puisque, ou en tout cas par ses conséquences, puisque ces retraités sont des individus qui sont désormais totalement libres de tout employeur. Ils pensent leur vie ou leur emploi du temps de façon complètement autonome et ils sont donc en quelque sorte les précurseurs, hein, de cette libération des travailleurs, évidemment ici dans un contexte de retraite. Et il n'est pas étonnant, pas du tout étonnant de voir que dans les associations, ce sont souvent les retraités qui sont les plus actifs, et on verra que les associations sont un élément important de ce futur. Donc, le comble, une petite remarque quand même, c'est que le comble, c'est que très souvent, ces retraités ne se conçoivent pas comme tels, et ils sont communistes en fait en soi, sinon pour soi. En tout cas, dans ce contexte que j'ai brossé de façon extrêmement rapide, beaucoup trop rapide, dans ce contexte radicalement nouveau, eh bien, je vois dans la société d'aujourd'hui, alors société au sens large, hein, je peux prendre mes exemples ici ou là, hein, pas seulement en France, on voit apparaître des rapports tout à fait nouveaux. Alors, j'en prendrai quelques-uns. Dans le domaine du travail, hein, donc la production au sens large de valeur d'usage, on pourrait penser que dans une société capitaliste, il n'y a que des rapports employeur-employé qui se développent. Et donc, on pourrait imaginer que le capitalisme exclut toute forme de rapport révolutionnairement différent, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Même si on a vu qu'il peut y avoir des rapports dépassés qui réémergent. Or, comment faut-il analyser dans la société capitaliste d'aujourd'hui, comment faut-il analyser ici ou là euh, les, euh, l'essor de coopératives, hein, qu'on a pris l'habitude d'appeler l'économie sociale et solidaire, certes sous des formes encore plus ou moins dominées, hein, voire récupérables, puisqu'on voit des coopératives dériver, hein, vers des pratiques marchandes, qui sont des pratiques peu conformes à la visée initiale. Et comment donc analyser l'existence de ce travail qui se fait, de cette production de valeur d'usage ou d'usage de biens ou de services, hein, dans ces coopératives. Comment analyser aussi, dans le même ordre d'idées, l'essor du bénévolat, de manière générale dans le phénomène associatif, des gens qui s'engagent de façon parfois souvent forte, hein, dans la vie de ces associations. Et comme le remarquait Thomas Coutreau dans un récent numéro de l'Humanité, il expliquait, il montrait la multiplication des SCOP et des coopératives d'intérêt collectif dans les activités de conseil, dans le commerce, dans les services de proximité et sociaux. Comment analyser aussi le fait que de plus en plus des salariés qui sont en quête de sens prennent la tangente, sortent du marché du travail et donc essayent de reconstruire leur vie autrement. Ce que on a appelé les Nini, la génération des Nini, hein. Il y aurait autour de 14 millions de jeunes Européens qui ne seraient donc ni dans l'emploi, qui ne mèneraient pas d'études et qui ne seraient pas en formation, mais qui seraient donc, alors évidemment, ça peut traduire des phénomènes contradictoires, mais enfin qui sont en train de se donner du sens et de bâtir leur vie sur d'autres projets. Dans un autre domaine, donc toutes les expériences municipalistes qui sont menées ici ou là, alors je viens de Sarlat, je prendrai cet exemple très rapidement. Nous avons construit à Sarlat, alors ce sont des citoyens, hein, au départ, qui ont fondé une association. Nous avons bâti un centre de santé associatif qui vise à permettre à la population de se réapproprier leur santé, leur système de santé, et donc de leur fournir non seulement un lieu où on peut trouver
des soins de premier recours, mais également une éducation à la santé et donc tout un ensemble de services associés. Dans notre ville, nous avons également un tiers-lieu qui est très intéressant de ce point de vue-là. J'accélère. Comment peut-on interpréter également la démultiplication de ces citoyens qui, en très grand nombre, cherchent à se réapproprier leur vie, hein, contestant, par exemple, à travers les ZAD, les choix qui sont faits. Il y a, en matière de transition écologique, de ce point de vue-là, des choses très intéressantes qui se passent à travers des milliers et des milliers d'initiatives. Quelle place donner également à cet autre exemple, je finirai avec lui, de ces fermes partagées, où le matériel est partagé, l'achat des bâtiments et des terres supplémentaires est mutualisé, hein, grâce à une société coopérative d'intérêt collectif qui associe tous les habitants proches en organisant régulièrement leur collectif pour recenser les besoins de la ferme, et où les heures qui sont utilisées, par exemple, hein, pour utiliser un tracteur qui appartient à un agriculteur, sont restituées à la ferme sous la forme de travail. Par exemple, dans l'exemple que j'ai en tête, le tri de noix, hein. C'est quand même, ce sont des rapports intéressants à avoir donc et analyser. La plupart de ces participants à cette ferme partagée ou ces fermes partagées sont diplômés, et il est clair, hein, que dans ce cas-là, les risques, et c'est l'avantage, les risques sont partagés entre tous les acteurs de ces coopératives et de ces fermes. Donc, comment ne pas voir dans tous ces exemples-là du communisme, ou en tout cas des rapports précommunistes qui se mettent en place, certes à des échelles qui peuvent paraître encore microscopiques ou peu convaincantes, mais il me semble que pour certaines d'entre elles, c'est déjà plus que ça. Comment ne pas voir donc du communisme dans tous ces rapports, et comment ne pas finalement ici qualifier de communiste également, alors là c'est une autre parenthèse mais que je ne nourrirai pas, comment ne pas qualifier de communiste tout ce qui se passe avec le mouvement féministe ou le mouvement LGBT dans un autre domaine. On pourrait donc multiplier les exemples, le commerce équitable, l'épargne solidaire, tout ce qui se passe dans le domaine culturel. Et finalement, je pose la question, est-ce que nous n'assistons pas à quelque chose qui s'apparente à un début, certes encore partiel, mais finalement très significatif pour le coup, d'une réappropriation par les femmes et les hommes de cette planète, au-delà des frontières et au-delà des différences qui les opposent, de leurs conditions d'existence, et qu'ils sont en passe de redéfinir les finalités qu'ils se donnent. En tout cas, c'est l'hypothèse sur laquelle je travaille, et je voudrais terminer par une question forcément centrale, c'est-à-dire comment qualifier ces rapports, qu'ont-ils comme point commun finalement. Donc, à mon sens, dans leur grande généralité, il n'y a pas de revendication d'appropriation privative, il n'y a pas de propriété privée qui est clairement rejetée, de droit. Hein, alors, évidemment, Benoît Boritz a raison de dire que de droit, dans les coopératives, il y a quand même une question, c'est à qui appartient le capital de la coopérative, et donc ça peut éventuellement poser problème. Mais de droit, donc, et de fait, on a donc un partage principiel, hein, qui implique une co-construction des projets, une mutualisation des moyens, une coopération à tous les niveaux et une certaine compétitivité entre ces collectifs qui travaillent finalement ensemble à travers les réseaux sociaux. C'est le cas pour les fermes partagées, par exemple, avec une visée assumée d'intérêt général qui bouleverse non seulement les rapports de l'homme avec la nature, mais qui bouleverse surtout les rapports entre les individus. C'est par cette sourde révolution citoyenne que se fera à terme la révolution politique finale, gage d'une subvention réelle du capitalisme. Il s'agit ici d'une certaine façon d'un début de processus visant de fait à se réapproprier nos vies et de tout ce qui va avec. Bien sûr, cette vision est très optimiste parce que, encore une fois, le plus probable, c'est la poursuite de cette catastrophe, il faut l'arrêter. Et donc, c'est évidemment un futur présent tout aussi fort.
Tout ceci n'est encore une fois que l'état d'ébauche et l'ensemble demande à être approfondi, d'être critiqué, bien évidemment, et développé. Mais mon paradigme est donc bien le suivant: appropriation, ou plutôt réappropriation, non pas seulement par les travailleurs, mais plus largement par tous les individus, non pas demain, et donc on n'attend pas, mais aujourd'hui, par un processus que l'on pourrait qualifier de désaliénation, pour une part encore formelle, à l'intérieur d'une société de classe, et qui illustre la formule de Bernard Friot l'année dernière, qui m'avait bien plu: construire le communisme par le communisme. Il nous faut pour cela arrêter de vouloir faire la révolution par en haut, pour commencer, et de commencer plutôt à faire révolution par le bas, en vue d'une hégémonie concrète de ces rapports précommunistes, source d'une possible subsomption réelle future. Ce qui conduit à ne plus sous-estimer, mais il est clair que de ce point de vue-là, il y a des progrès, ne plus sous-estimer ou tout simplement voir la profonde potentialité communiste du monde actuel. Voilà, merci. Alors Jean, tu as écrit avec Lucien Sèvres, ton père, un livre sur la sortie du capital, du capitalisme, du capitalisme. On travaille actuellement sur les archives de Lucien Sèvres. Est-ce que tu as connaissance que, au-delà des 2 volumes qu'il a publiés sur le communisme, ce que tu appelles le 4.1 et le 4.2, est-ce que tu as connaissance de propositions qui, dans l'esprit de ce déjà-là du communisme, pourraient aller jusqu'à des organisations concrètes de pratiques, voire même d'organisations politiques? Mmh. Alors, d'une part, cette perspective concrète, elle est déjà dessinée de certes de façon quand même très, très rapide, hein, dans Capital, Exit ou Catastrophe, puisqu'on avait abordé dans le chapitre 6 cette question-là, hein, quelle réforme révolutionnaire, ce qu'on appelait des réformes révolutionnaires. Alors, est-ce que des réformes concrètes, pour parler franchement, il y avait un 4.3 en préparation, et donc évidemment, il y avait certainement énormément d'idées qui pouvaient poindre. Donc, à ma connaissance, non. Ou en tout cas, oui, mais bon, on les a formulées dans ce chapitre 6. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous avons créé en 2020 à plusieurs une association qui s'appelle IC, Initiative Capital Exit, et nous travaillons aujourd'hui sur un programme sur des visées et des réformes révolutionnaires, dans une essaye de dessiner des possibles dans un vaste ensemble de domaines. Donc, on travaille sur cette question, effectivement. Concrètement, comment cette société communiste, sur quoi elle pourrait s'appuyer et par quel type de réforme révolutionnaire on pourrait amorcer ce processus? Donc, voilà la réponse que je peux te faire. Et ce texte, on va bientôt plus vite puisqu'il est pratiquement terminé. Bien, écoutez, merci Jean. Désolé que Ah oui, le temps. Oui, donc, ne me permettra pas de Bien sûr. poursuivre les échanges avec toi. Oui. Mais on va prendre 2-3 minutes de respiration et ensuite on va donner la parole à Roland Goury.